C'est en 1887 que le propriétaire d'une carrière de pierre située aux alentours de la ville de Sidon aperçut une curieuse anfractuosité dans la roche qu'il entreprit de traverser. Il déboucha dans une sorte de grotte, manifestement pas naturelle, et il courut prévenir les autorités. On déblaya l'entrée de ces végétaux et pierrailles et on tomba sur une chambre qui contenait 2 sarcophages. Là, il fallait trouver un spécialiste et un financier si l'on voulait continuer. Le sultan Abdulhamid II accepta de financer les recherches et Osman Hamdi Bey suivit les activités d'excavation et rédigea des rapports aussi précis qu'historiques dans son journal de bord daté de 1892. 2 ensembles de cryptes appelés hypogée A et hypogée B livrèrent 18 sarcophages monumentaux, 4 tombes contenant des restes humains et un grand nombre de stèles gravées et de cippes funéraires qu'il fallut péniblement remonter à la surface, l'ensemble pesant le poids du marbre généreusement utilisé. Et puis il fallut construire un musée pour accueillir ces trésors représentant 243 ans de l'histoire royale de Sidon. Ce musée, nous y sommes. Le sarcophage lycien a été nommé d'après la forme de son couvercle en ogive, typique du style des tombes de Lycie. Il est en marbre de Paros et c'est l'un des plus grands et lourds tombeaux trouvés dans l'hypogée A, et dans la salle la plus basse. Les 2 côtés longs représentent des scènes de chasse aux lions, aux sangliers. L'un des côtés courts représente des centaures. Le second conte la légende de Cénis, fille d'Atarax, qui, regrettant les mauvais traitements subis par les femmes, demande à Poséidon de la transformer en homme. Devenue Cénus, elle périra dans la guerre contre les centaures. Au fronton, des femmes sphinx et des griffons mâles. Le sarcophage daté de 430 ou 420 avant Jésus-Christ était sans doute celui du roi Bahana. Les sculptures étaient polychromes et les selles et les armes ornées de pièces de bronze. Le sarcophage du satrape est en marbre de l'Attique. Il est nommé d'après un personnage en costume persan, supposé représenter un gouverneur ou satrape de province. Sur un long côté, une chasse se prépare au palais. Le personnage est important car il est en quadrige. Sur l'autre, il chasse le daim et la panthère. L'un des chasseurs est tombé de son cheval. Sur l'un des petits côtés, rentré au palais, le satrape festoie avec sa femme. Daté d'environ 440-370 avant Jésus-Christ, ce sarcophage aurait pu appartenir au roi Baal Silem III de Sidon. Le sarcophage de Tabnit, qui régna au VIe siècle avant Jésus-Christ, est de forme anthropoïde et composé de 3 enveloppes. La première, brute, nue, avec un visage à peine esquissé et la marque des genoux suggérée. La seconde est beaucoup plus travaillée, d'inspiration nettement égyptienne, avec une inscription en phénicien sur le couvercle donnant le nom de l'occupant. Et la dépouille repose dans une 3e cuve toute simple. Tabnit est le 2e occupant des lieux, le sarcophage ayant abrité avant lui un Égyptien nommé Penepta, d'où le style de la sculpture. Le sarcophage de son fils Eshmunazar se trouve au musée du Louvre. L'inscription de Tabnit est une mise en garde qui dit en substance: c'est moi, Tabnit, prêtre d'Astarté et roi de Sidon, qui gis dans ce sarcophage. Qui que tu sois, n'ouvre pas ce sarcophage et ne trouble pas mon repos. Il n'y a ici ni or, ni argent, ni trésor, il n'y a que moi dans ce sarcophage. Ne l'ouvre pas, sous peine d'insulter gravement Astarté. Si tu passes outre mon conseil et que tu déranges mon sommeil, que ta lignée disparaisse de la terre et que tu ne trouves point de repos au royaume des morts.
Les archéologues ont bravé la malédiction de Tabnit, mais peut-être aussi qu'ils ne lisaient pas le phénicien. En tout cas, l'histoire ne dit pas s'il y a eu ensuite, comme pour Toutankhamon, des décès ou des maladies mystérieuses parmi eux. Les sarcophages anthropoïdes sont de deux types, ceux qui ont été importés d'Égypte et ceux qui ont été fabriqués sur place, souvent par des artisans ioniens déplacés lors des invasions perses. Ils gardaient la forme égyptienne et les décoraient selon le goût et les traditions locales. Pour les Phéniciens, des rangs de boucles et des tresses de chaque côté. Pour les Égyptiens, la barbe d'Osiris et le voile sur la tête, oreilles dégagées. Les bouches sont souriantes, les yeux grands ouverts, les sourcils rehaussés. Le décor montre les sarcophages in situ sur les deux sites de la nécropole de Sidon. Ces deux sarcophages, dont seul le fronton est décoré, datent de la fin de la période de Sidon, 330-300 avant Jésus-Christ, et ils sont peut-être inachevés ou accidentés. Ce sarcophage mis sous cloche de verre est le plus célèbre de la collection. C'est le sarcophage d'Alexandre, qui date de 312-307 avant Jésus-Christ et qui n'a jamais contenu les restes du grand conquérant, vu que sa tombe inconnue s'est perdue dans la nuit des temps. Son nom lui vient de la bataille d'Issus, représentée sur un grand et un petit côté, bataille durant laquelle Alexandre le Grand infligea une énième défaite, mais pas encore la dernière, à Darius III, roi des Perses. Cette bataille lui ouvrit la route de la Syrie, et pour conforter la place de Sidon, il y nomma roi Abdalonymos, un lointain parent du roi déjà en place. Abdalonymos fut le dernier roi de Sidon, et il est représenté sur les deux autres côtés du sarcophage, dans des scènes de chasse au lion, au cerf et à la panthère, en compagnie d'Alexandre, de Macédoniens et de Perses. Un signe de paix retrouvé sûrement. L'un des frontons montre Abdalonymos au combat. L'autre montrerait le meurtre de Perdiccas, l'un des principaux généraux d'Alexandre le Grand. À la mort de ce dernier, il périt assassiné par ses propres officiers lors de la campagne contre Ptolémée en Égypte en 321. L'ensemble est en forme de temple grec classique sculpté en haut relief et il était peint de couleurs vives dont on voit encore nettement les traces sur les chapiteaux. Certains ont cherché à reconstituer les vives couleurs d'origine de ces scènes. Il faut dire que pour nos regards, habitués à la pure blancheur des monuments grecs, le résultat est un peu, disons, bariolé. Le sarcophage des pleureuses est l'autre célébrité du musée. Il a été pillé longtemps avant sa découverte. Il semblerait que ce soit celui du roi Straton Ier, vers 374-358 avant Jésus-Christ. Son nom est évident. 18 femmes au visage éploré, dans des attitudes de deuil et de douleur différentes, ornent tout le pourtour entouré de colonnes ioniques. Deux hypothèses ont cours pour expliquer cette représentation. Elle serait courante en Mésopotamie et il pourrait s'agir de pleureuses traditionnelles.
Ce pourraient aussi être les femmes du harem de Straton ou ses filles et les femmes de sa famille. Sur le socle, une scène de chasse se déroule, avec plus de 80 petits personnages et une quarantaine d'animaux et de chiens. Sur le couvercle, un convoi funéraire défile. L'ensemble dégage beaucoup d'émotion. L'ensemble du sarcophage est réalisé sur le mode d'un temple grec et provient sans doute d'un atelier ionien ou de l'île de Rhodes. Mais la cérémonie qui se déroule sur le couvercle est de style typiquement perse, mélange harmonieux de deux cultures. Comme pour celui d'Alexandre, les traces de polychromie résiduelle montrent que l'ensemble était peint de couleurs vives, vraisemblablement du rouge et du bleu. Sortir ces sarcophages de la nécropole souterraine et les ramener à Istanbul a été un travail de titan. Faits de marbre, de Paros ou de Latique, de pierre pour les plus modestes ou de plomb, vu leur taille considérable, ils pesaient tous plusieurs centaines de kilos. Et la délicatesse des sculptures qu'il ne fallait pas endommager plus que le temps où les pillards ne l'avaient déjà fait, augmentait le problème. Ils sont maintenant à l'abri. Pour terminer la visite de la nécropole de Sidon, deux derniers sarcophages des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Ils sont les plus récents et de taille plus modeste, beaucoup moins spectaculaires, mais tout aussi pleins d'imagination et de beauté. Et ce musée n'a pas fini d'exposer ses merveilles.